It's a true story, although sometimes it's hard even for me to believe it. But we had already done the Fantastic Four and I think maybe the X-Men, I can't remember the order, but my publisher came to me and he said, Stan, I want you to come up with another superhero. So I said, okay, went home, and when my publisher said do something, I'd better do it because I wanted to keep my job. I thought, what can I come up with now? And the most important thing in a superhero at first is the superpower. Once you get that, everything else comes along. So I thought, what power will I give a new guy? And I saw a fly crawling on the wall. And I said, hey, if I could get a superhero that could stick to walls and crawl on them, man, that would be cool. And no, I'm lying to you. I don't think the word cool was in use then. I probably said it'll be groovy. I'll never lie to you. So I thought that was good. Now I needed a name. So I said, well, let's see, Fly Man, Mosquito Man. I got down to Spider-Man. Spider-Man. It just sounded dramatic. So, okay, I had my hero, I had his power, his name, and then I figured just for fun, I'm going to give him personal problems. And then I thought I'd make him a teenager, because there were no teenage superheroes that I knew of at the time. So armed with all that wonderful material, those great ideas, I ran into my publisher's office and I told him. This was my reaction, the reaction he gave me. Stan, that is the worst idea I have ever heard. First of all, and he started to give me his, because he's a very logical man, very intellectual. First of all, people hate spiders, so you can't call a hero Spider-Man. You want him to be a teenager? Teenagers can only be sidekicks. And you want him to have personal problems? Stan, don't you know what a superhero is? They don't have personal problems. Well, I left the office disappointed, but obviously a much wiser man. And I couldn't get Spider-Man out of my system. So we were about to kill a magazine. I think it was called Amazing Fantasy. It wasn't selling well, and we were sending the last issue to press. When you do the last issue of a magazine, nobody cares what you put in it because the book is dying. Just to get it out of my system, I put Spider-Man in Amazing Fantasy, featured him on the cover, forgot about it. A month later, all the sales figures came in. My publisher came racing into my office. Stan, you remember that character we both loved so much, Spider-Man? He said, let's do him as a series. Now, why am I telling you this? Besides the fact that I have to kill a little time. If you have an idea that you genuinely think is good, don't let some idiot talk you out of it. Salut à tous, comme d'habitude laissez un pouce bleu et partagez, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez soutenir, c'est possible gratuitement en utilisant mon lien Instant Gaming, mon code créateur Baboulinet ou en retirant Adblock lors du visionnage des vidéos. Si vous pouvez vous le permettre, rejoignez la zone membre, vous y gagnez un badge, des emotes et des avantages tels qu'avoir les vidéos en avance. Et enfin, la boutique Throne of Shop est disponible avec la livraison offerte jusqu'au 25 décembre. Un grand merci à ceux qui soutiennent. Aujourd'hui, je profite de tout l'engouement autour du projet Spider-Man No Way Home pour vous embarquer dans une analyse du premier film Spider-Man de la trilogie de Sam Raimi sorti en 2002. Parce qu'on va pas se mentir, il est clair que si cet épisode 3 du Spider-Man version MCU soulève autant d'attentes auprès des fans, c'est en grande partie grâce à ce premier film de la trilogie de Sam Raimi. Ce dernier n'a pas seulement rendu crédible au cinéma un homme au pouvoir d'araignée se balançant d'immeuble en immeuble, non, il a réalisé le film qui a tout changé au cinéma concernant les films de super-héros, et ce en commençant avec une simple question.
Qui je suis? Voilà la question suggérée au spectateur par Peter Parker. Une question qui façonne donc ce premier acte d'une trilogie devenue culte auprès du jeune public de l'époque qui est maintenant à l'âge adulte et garde en lui une nostalgie toute particulière. On débute le film en commençant par développer l'amour que porte Peter pour MJ, que ce soit à travers les premiers mots de Peter à nous spectateurs, qu'aussi bien par les scènes qui suivront, dans le bus et dans le centre de recherche où après le passage bully de Flash et le petit flirt d'Harry et MJ, Peter prend son courage à deux mains, la photographie et se fait mordre par la 15e araignée génétiquement modifiée. Avant de rentrer dans le centre, on a la présentation des Osborn, père et fils, la rencontre entre Peter et Norman, une discussion qui marque un respect mutuel entre les deux personnages qui après leur poignée de main prendront chacun un chemin différent et deviendront fatalement adversaires. Après la morsure de Peter, on retrouve Norman Osborn face à ses employeurs pour une évaluation du programme militaire, incluant la fameuse formule que Norman ne veut pas remanier. Les militaires balance un ultimatum à Norman. Si d'ici 2 semaines les résultats ne sont pas concluants, il se fera sucrer le financement et ils changeront d'équipe. Derrière, c'est logiquement que Norman subit la pression des membres de son conseil d'entreprise. On revient à Peter qui rentre à la maison. Dans le mal, l'ADN de l'araignée fusionne avec l'ADN de Peter. Dans la même nuit, après la naissance de Spider-Man, on assiste à la naissance du bouffon vert. Norman avançant ses tests humains sur lui-même, accompagné de son collègue de Dr. Strom, qui était lui favorable au remaniement de la formule. Le gaz infecte Norman et le tue. Clairement, Norman meurt et quand Strom le réanime, la personne qui se réveille, ce n'est plus Norman, mais bel et bien le bouffon. Remanie la formule. En creusant un peu le sujet, au premier plan, on pourrait dire que c'est ce soir-là que Norman meurt pour laisser place au bouffon vert. Mais ce n'est pas entièrement vrai, on le verra au fur et à mesure qu'on avancera dans le film, mais pour moi, Norman est une victime de sa propre formule. Violence, agressivité et aliénation. Le lendemain, à son réveil, Peter note beaucoup de changements sur son corps. Il n'a plus besoin de ses lunettes pour voir net, il est plus baraqué, de partout, genre vraiment de partout. Mieux ce matin, il y a du changement? Du changement? Ouais. Monumental. Premier tour de prise de confiance en soi pour Peter. Il sort et suit son amoureuse MJ de façon un peu chelou, se repassant ce qu'il pourrait bien lui dire pour l'aborder. MJ est prise en voiture par des amis et le bus scolaire passe sous le nez de Peter. MJ n'étant pas dans le bus cette fois-ci, ce dernier ne s'arrête pas pour lui. Peter arrache une affiche sans le faire exprès, sa main s'y étant accrochée étrangement. Comme Peter nous le dit en début de film, son histoire concerne une fille. Cette fille. Du coup, c'est assez logiquement que le film insiste beaucoup sur la relation MJ et Peter, sur son évolution, passant du gars qu'elle ne remarque presque pas à l'homme dont elle tombera amoureuse. Un retour à Norman Osborn, ce dernier se réveille alors qu'il était allongé par terre sur son tapis. Harry aide son père à se relever, lui demandant ce qui lui est arrivé. Norman veut lui répondre quand d'un coup, on a comme un flash représentant le bouffon vert. Et il lui ment. Ce petit flash marque bien là l'influence qu'a cette double personnalité naissante sur Norman. On enchaîne avec la journée de Peter, scène assez culte de la cantine, finissant à la bagarre contre Flash, qui nous révèle le Spider-Sense, marqué par cette espèce de plan séquence ralenti, qui se conclut par la patate de Flash. Après n'avoir fait qu'esquiver les coups, Peter en renvoie un et surprend tout le monde, lui le premier. Les réactions sont assez représentatives de certains mots de la vie lycéenne. On rappelle quand même que Peter se fait bully à l'infini depuis l'intro du film, mais il suffit qu'il se rebelle et riposte à Flash le caïd pour que tout le monde le regarde encore plus de travers. C'est-à-dire que tu te fais bully parce que t'es chelou aux yeux des autres, et quand tu te défends, c'est encore pire. Seul Harry voit ça d'un bon oeil, en mode incroyable ce que tu viens de faire. En ça, je trouve que c'est un bel apport qui marque la volonté de raconter une histoire de super-héros, mais avec une vision plutôt réaliste, ancrée dans un quotidien qu'on connaît en tant qu'étudiant, collégien ou lycéen. Les retours étant globalement négatifs envers lui, Peter fuit et se réfugie dans une petite allée, où il fera le lien entre ce qui lui arrive et sa morsure d'araignée. Autre scène assez culte. Bon, la scène niveau effets spéciaux avec les sauts a un peu mal vieilli, mais l'idée est là. Peter s'éclate. Par réflexe, il tente à plusieurs reprises le coup du tissage de toile, et réussit, mais voit trop grand, trop vite, et finit par s'éclater contre le mur d'en face. En rentrant chez lui, Peter se pose devant un petit mot laissé par sa tante et remarque que ça gueule chez MJ. Il sort les poubelles, quand MJ sort également de chez elle prendre l'air. Conversation intéressante entre les deux, ils échangent sur leurs avenirs, leurs rêves. Peter veut trouver du travail en tant que photographe pour payer ses études,
études, tandis que MJ veut devenir comédienne sur scène, ce qui déclenche des souvenirs à Peter. On se rend compte à quel point ce dernier a toujours été amoureux d'MJ. Après cet échange assez intimiste entre les deux, Flash débarque avec sa nouvelle voiture. Peter décide alors qu'il doit se payer une voiture décapotable pour impressionner la femme, monseigneur. Il en trouve une à 3000 $ et trouve même une offre de match de catch où pour 3 minutes, la récompense est donc de 3000 $ aussi. L'annonce précise « Soyez haut en couleur », ce qui déclenche ce qui est pour moi une scène culte en son genre, le moment où il se cherche au niveau du costume, se souvient des couleurs de l'araignée qui l'a mordu et penche donc pour un rouge-bleu, et finit par proposer le dessin quasi parfait de Spider-Man. Et dès le lendemain, Peter se met à s'exercer au niveau de ses pouvoirs de tissage de toile. Dans le même temps, Norman Osborn lit le journal qui titre qu'Oscorp pourrait bien perdre leur contrat. Est-ce la fin de Norman Osborn? Déclenchant les rires du bouffon vert. Retour à Peter qui prétexte partir à la bibliothèque alors qu'il va à son match de catch. L'oncle Ben prend cette opportunité pour l'amener en voiture et suite à la petite bagarre avec Flash, faire un peu la leçon à Peter, avec l'une des phrases les plus célèbres du cinéma de super-héros, si ce n'est la plus célèbre. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Une phrase que malheureusement Peter va très mal interpréter, ce qui déclenchera une forte opposition entre les deux. Cette scène est vraiment particulière, Ben voulant simplement mettre en garde Peter sur le fait qu'à ce moment-là de la vie où l'on commence à devenir la personne qu'on restera le restant de notre vie, il ne faut pas céder à la facilité. Le fait de pouvoir battre Flash n'implique pas le devoir de le faire. Pouvoir n'est pas synonyme de devoir, et qu'est-ce que c'est lourd de sens et de vérité. Tout ça a beau être mêlé à une sale crise d'ado de Peter, qui ne pense qu'aux 3000 $ pour impressionner MJ, c'est là pour une malheureuse bonne raison, alimenter la culpabilité de Peter plus tard dans le film. Ce moment est le dernier où les deux vont s'échanger des mots, et Peter quitte son oncle sur une dispute. Peter débarque à son match de catch, le présentateur showman de la salle lui demande son nom de scène. Trouvant l'araignée humaine dégueulasse, il le change sans prévenir pour Spider-Man. C'est à travers cette scène que naît le pseudo de notre héros. Marrant d'ailleurs que ce soit Bruce Campbell qui introduit le nom Spider-Man dans le film, lui qui est l'acteur principal de l'autre trilogie de Sam Raimi, Evil Dead. D'ailleurs en VO, il dit bien The Amazing Spider-Man, le nom du comic book publié par Marvel en 1963. Ce qui devait être un simple match de catch sur le ring devient un match en cage, ce qui perturbe un peu Peter, mais en fin de compte ça lui sera plutôt utile vu ses pouvoirs d'araignée. Étant donné qu'il met KO son adversaire en moins de 3 minutes, l'organisateur du show ne lui donne que 100 $. J'ai besoin de ces 3000 $. J'ai pas bien compris en quoi c'était mon problème. Peter se casse, le voleur débarque et prend l'argent de la recette. Peter aurait pu l'arrêter mais le laisse prendre l'ascenseur. Je comprends pas, t'aurais pu l'écraser ce mec. Maintenant il va se casser avec mon fric. J'ai pas bien compris en quoi c'était mon problème. Retour du karma pour l'organisateur, Peter bien content de ça d'ailleurs, va vite déchanter quelques minutes après. Oncle Ben s'est fait tirer dessus et meurt en tenant la main de Peter. Ce dernier réalise à peine, entend la position du tireur à la radio. Première intervention de Spidey, une scène qui n'a pas tant vieilli que ça je trouve, pour aller à la poursuite du tueur de son oncle. Peter se motive à se balancer, accompagné par la musique de Danny Elfman, on vit les premiers balancements de Spider-Man au cinéma. Quelques accroches avec la voiture, quelques tirs, une pub pour Carlsberg, et on arrive aux docks. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ambiance très sombre est excellente, et fait pas mal penser à un certain Batman. Le jeu de lumière révélant l'ombre de Spider-Man. Il y a vraiment un travail ultra quali sur ce moment-là. Malheureusement, cette ambiance très sombre, on ne la retrouvera qu'à la fin du film avec le combat final. Peter se rend compte à quel point il a merdé en voyant le visage du tireur. Merci. Il est déboussolé, le tireur en profite pour pointer son flingue sur lui, mais Peter le désarme violemment, et le gars finit quelques étages plus bas. C'est pas dit clairement par la suite, mais il est plus que certain qu'indirectement, Peter vient de tuer quelqu'un. Il s'échappe, et après avoir passé du temps dans les hauteurs de New York, retourne chez lui pour consoler Tante May. Dans la même soirée, les militaires viennent voir l'exosquelette de chez Quest Aerospace, qui se fait juste allumer par le bouffon vert, qui sort également pour la première fois en tant que tel, avec la combinaison et le planeur. Crise.
La fameuse remise de diplôme, Norman qui débarque féliciter son fils et Peter, surtout Peter en fait, même si c'est compréhensible vis-à-vis de la perte de l'oncle Ben, c'est surtout par admiration pour Peter. Il est un peu le fils qu'il aurait aimé avoir. Du coup Harry s'éloigne et remarque que MJ et Flash rompt. Norman offre son total respect et son aide à Peter. La nuit tombe, Peter pleure, son oncle lui a beaucoup manqué durant la remise des diplômes. Une scène vraiment émouvante avec Tante Meg qui le réconforte malgré qu'il culpabilise grave par rapport à sa dernière conversation avec lui. Tu l'aimais énormément. Et lui aussi t'aimait. Il n'avait pas de doute, il savait quel homme tu allais devenir. Un homme capable de grandes choses. Des paroles qui vont redonner de la confiance et de la motivation à Peter. La musique d'Elfman, le dessin portrait, le zoom. Un moment juste culte. On est à la moitié du film et on a enfin le costume final de Spider-Man. Et de le voir à l'action dans New York. Sam Raimi a pris tout le temps nécessaire pour faire monter les événements crescendo jusqu'à l'arrivée de ce moment juste iconique. Le choix de faire un moment très clairement typé documentaire avec les habitants de New York qui donnent chacun leur témoignage sur qui est Spider-Man, ce qu'il est exactement, c'est juste excellent, tout en montrant également quelques faits d'armes entre guillemets, montrant que le temps passe et qu'il se fait doucement mais sûrement une grosse popularité dans New York. Ce qui fait également qu'on ne se tape pas vraiment tout le parcours des tout débuts de Spider-Man comme super-héros. Quand on reprend le personnage après cette scène, on est déjà sur un Spider-Man avec un minimum d'expérience, et c'est ce qui donne une bonne maturité au personnage, et à son développement qui se veut quand même éloigner des clichés teenagers, que malheureusement a un peu le Spidey de Garfield, quand celui d'Holland est en plein dedans, malgré quelques efforts sur Far From Home et sa confrontation finale avec Mysterio. Les témoignages des habitants ne sont pas que positifs, bien évidemment, mais les réflexions autour de leur nouveau héros est variée, reflétant à la fois la fascination et l'inquiétude des New-Yorkais. Dans son costume d'araignée, il est super vilain, et on a tous envie de lui faire un super câlin. Le voilà, wouh, notre ami Spider-Man. Introduction de Jonah Jameson avec la question que tout le monde se pose. Qui est Spider-Man? C'est un criminel, voilà qui c'est. Un mercenaire, un ennemi public. Qu'est-ce que cette fricouille fait sur ma une? Bien évidemment, l'avis de Jonah est négatif, mais le point de vue du Daily Bugle est ultra important dans l'histoire de Spider-Man. Non seulement le personnage de Jonah apporte un énorme aspect humoristique à la trilogie, mais il représente aussi la vision pessimiste des habitants de New York, de ceux qui ne croient pas en Spider-Man. Cette première scène de Jonah est d'ailleurs pour moi une grosse référence à l'anecdote de Stan Lee que je vous ai mis en introduction de la vidéo. Robbie représente Stan Lee essayant de vendre son idée de publier Spider-Man en couverture du Daily, tandis que Jonah représente l'éditeur, ce dernier ne voulant pas entendre parler de Spider-Man, rejetant chaque action héroïque du héros par une explication justifiant son point de vue, jusqu'au moment où Robbie explique à Jonah qu'ils ont épuisé 4 tirages du journal avec la couverture de Spider-Man. C'est tout logiquement comme l'éditeur de Stan Lee que Jonah prend ce succès à bras ouverts, avec quand même par rapport au film la différence que Jonah veut utiliser la popularité du personnage pour faire la propagande de son avis personnel sur Spider-Man. On retrouve Peter qui croise MJ dans New York, cette dernière qui suite à leur ancienne conversation fait mine d'aller à une audition pour le théâtre, situation assez triste où chacun des deux personnages essaye tant bien que mal d'accomplir leur objectif, Peter n'ayant pas encore son travail de photographe pour payer ses études, et MJ qui essaye de s'en sortir comme elle le peut, en étant serveuse, cachant même à Harry sa situation, alors qu'ils sont en couple. Petite douche froide pour notre Peter Parker, qui donc rentre à son appartement, où il est en coloc avec Harry bien sûr, ce dernier lui faisant la remarque qu'il est toujours à la ramasse et en retard pour ses cours. Après son appel téléphonique, Norman vient cuisiner Peter pour savoir avec qui sort son fils. Peter, bien qu'avoir croisé MJ, fait mine de ne rien savoir. Harry change même carrément de sujet en proposant à son père d'offrir un travail à Peter, ce qu'il refuse, voulant trouver ce travail par ses propres moyens, ce qui renforce l'admiration qu'a Norman pour Peter. Voyant que le Daily recherche des photos de Spider-Man, qui de mieux placé pour prendre des photos de Spider-Man que Spider-Man lui-même? Minable, 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 méga minable. Une nouvelle ref à Batman selon moi, tout particulièrement le premier film de Tim Burton. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Peter se rend compte en direct via Jonah que malheureusement tout le monde ne voit pas Spider-Man d'un bon oeil. Dégagez-moi la une, mettez cette photo à la place. Le titre?
Spider-Man, héros ou menace. Photo exclusive du quotidien. On retrouve Norman Osborn durant une réunion d'entreprise, l'occasion pour le film de nous proposer une opposition de situation entre les deux hommes, l'un venant de trouver un travail tandis que l'autre le perd. Alors que Norman fait le bilan de ces dernières semaines, marqué par le fait qu'Oscorp Industries est le fournisseur numéro 1 de l'armée, leurs coûts diminuent, leurs revenus augmentent et leur action est au plus haut. Malheureusement pour Norman, le conseil décide de vendre la société car Quest voit son capital augmenter suite au bombardement. Et la cerise sur le gâteau, l'offre de rachat implique que Norman ne fasse pas partie du deal. Donc le conseil attend sa démission sous 30 jours. Vous ne pouvez pas faire ça, pas à moi. C'est moi qui ai fondé cette société. Et ce au prix de tous les sacrifices! Le comité est unanime. Nous annoncerons la vente lors du prochain forum du monde unifié. Ce qui est intéressant avec cette situation, c'est que le fait que le bouffon vert ait fait exploser Quest a justement favorisé l'entreprise, amené cette situation de rachat, et le fait d'être viré par ses collègues alors que c'est lui qui a créé l'entreprise. Norman est bel et bien victime de sa formule, et le bouffon vert détruit sa vie. En tout cas, il ne fait qu'aggraver la situation de base. Après avoir voulu évincer en vain Quest, la solution qui s'offre au bouffon, c'est de s'attaquer aux membres du conseil, avant les fameux 30 jours de l'ultimatum du renvoi forcé. Chez Oscorp Industries pour le grand festival de l'unité. Applaudissez Messi Gray. Un moment qui m'a énormément marqué. Peter qui constate, un peu saoulé, que Jonah ne fait qu'alimenter le négatif autour de Spider-Man. Pour ensuite pointer son objectif vers le balcon, il voit alors son meilleur ami et l'amour de sa vie ensemble. Il y a quelque chose de vraiment particulier dans cette scène. Peter qui les regarde d'en bas, MJ qui tourne la tête à Harry quand il veut l'embrasser pour qu'ensuite ce dernier voit Peter d'en haut, demandant ensuite à MJ de bouger. Donc il croise les gens du conseil d'Oscorp. Harry demande où peut bien être son père. T'inquiète pas mon coco, il arrive. Petit caméo de Stan Lee, un Peter utilisant ses pouvoirs de Spider-Man au milieu de tout le monde et une MJ en danger, avec aussi le petit hommage à Superman. Tout ça marque l'intronisation haute en couleur du bouffon vert contre Spider-Man en public. Une confrontation iconique malgré tous les défauts qu'elle peut avoir. C'est pas parfait, mais c'est assez crédible pour y croire. Cette scène m'a toujours fait marrer. Pas un geste, main en l'air. Messieurs, je me rends. Aïe. Restez où vous êtes. Impressionnant. La VF de Norman du bouffon vert, Eric Herson Macar, dans ce film a toujours fait ça. Entre le bouffon, David Jones dans Pirates des Caraïbes et Palpatine dans la prélogie doublée par George Clooney, ces trois méchants de film ont ce truc dans la voix qui fait que peu importe ce qu'ils disent, ça me fait rire. Encore plus ces dernières années par rapport à cette scène, puisqu'on peut remarquer que bizarrement, la bouche de Willem Dafoe ou de l'homme qui fait semblant d'être lui sous le costume, eh bien sa bouche ne bouge pas, alors que le personnage parle. C'est qu'une des petites erreurs, des défauts de cette scène. Mais bizarrement, je trouve que ça fait le charme de ce moment. Imparfait, mais inoubliable. On se reverra. Spider-Man. Clairement, toutes les incrustations ont hyper mal vieilli, mais pour 2002, ça passait comme une lettre à la poste. Quoique même ce passage est bizarre. On dirait qu'il faut un 8 avant de se poser sur le toit. Terrible. Après son acte héroïque donc, Peter sauve MJ et cette dernière va à partir de ce moment-là tomber mais totalement sous le charme de l'homme araignée. À tel point que même Harry en devient jaloux au téléphone. Un moment qui tire un sourire à Peter bien évidemment. Harry qui du coup devant le fait accompli avoue pour lui et MJ. Même si c'est pas un très bon move de lui avoir caché tout ça, dans un sens, Harry a raison quand il dit que Peter n'avait jamais fait vraiment d'effort pour aller vers MJ et lui demander de sortir. Le lendemain, on retrouve notre Norman Osborn qui est de bon matin s'envoie un grand verre de Sky. On sent qu'à ces moments-là, il est au fond du trou. On s'envoie pas des verres d'alcool dès le matin quand tout va bien. On en a pour preuve une excellente mise en scène, mettant en avant le premier échange entre Norman et son alter ego le bouffon vert. À travers ce grand miroir, Willem Dafoe nous offre une excellente performance. Sûrement pas la meilleure de sa grande carrière, mais clairement l'une de celles qui m'a le plus marqué personnellement. L'innocence, la naïveté et la peur de Norman contre un bouffon vert plein d'assurance et prêt à toutes les fourberies pour façonner Norman en le détruisant
détruisant humainement. Willem Dafoe réussit à jouer les deux facettes d'un même visage avec justesse. Le côté bouffon reconnaissable de visage et par la petite mèche, rappelant à Norman comment il est né via les simulations de performance, et sa raison de vivre, lui offrir ce qu'il a toujours voulu, un pouvoir au-delà de tous ses rêves, avec pour seul et unique obstacle Spider-Man, mais suggérant quand même qu'il pourrait les rejoindre. Daily Bugle, Peter et Jonah qui débattent sur Spider-Man, Jonah qui pense sincèrement que le bouffon vert et Spidey sont de mèche pour foutre le bordel dans New York, ce qui est clairement ce que suggère le bouffon durant la scène précédente. En parlant de lui, il s'invite dans le bureau de Jonah pour lui soutirer des infos sur la personne qui prend des photos de Spider-Man pour justement atteindre ce dernier pour lui parler de sa proposition. Je ne sais pas qui c'est, il nous les envoie par la poste. C'est des salades. Non, c'est vrai. Très intéressant, Jonah qui était clairement avec Peter il y a encore quelques secondes pose ses grosses coronesses d'acier sur la table face au bouffon vert. Il y a encore quelques années, j'avais jamais remarqué ça. Finalement, Spider-Man débarque. Fais dodo. Encore une phase qui m'a toujours fait rire, mais pas autant que celle qui arrive. Le bouffon vert a donc kidnappé notre araignée, attachée sur un toit. Réveille-toi, petite araignée. Réveille-toi. Non, tu n'es pas morte. Pas encore. Seulement paralysée. Provisoirement. Je sais pas, c'est peut-être l'intonation, mais je peux pas m'empêcher d'avoir au moins le sourire devant cette scène. Clairement, en VO, ça marche nettement moins bien. Enfin bref, c'est l'échange entre les deux personnages. Le bouffon maintient qu'ils sont pareils, Spidey répond que non, car lui n'est pas un tueur. Ce qui est à moitié vrai, hein. Même si c'était involontaire. Mais là où le bouffon vert va dire les termes, c'est que ce soit par rapport à lui et Spider-Man dans le film ou à l'univers des super-héros en général... J'ai choisi ma voie, tu as choisi celle du héros. Et les habitants de la ville t'ont trouvé amusant pendant quelque temps. Mais il est une chose qu'ils aiment plus encore qu'un héros. C'est voir un héros échouer, chuter, mourir au combat. En dépit de tout ce que tu as fait pour eux. Ils finiront par te détester. Des paroles qu'on peut clairement voir dans ce qui s'est passé dans le MCU, avec les événements de Civil War et d'autres. Tu as beau être leur plus grand héros le lundi, si mercredi t'as le malheur de faire une erreur, tu deviens un paria le jeudi. Mais Peter a décidé de se battre pour la justice, il a des valeurs. Joins-toi à moi, imagine ce que nous pourrions accomplir ensemble, ce que nous pourrions créer. Mais nous pourrions aussi détruire, causer la mort d'innombrables innocents dans d'égoïstes combats, encore et encore et encore, jusqu'à mourir tous deux. Est-ce là ce que tu veux? Réfléchis-y, héros. Suite à cette attaque au Daily Bugle, bien évidemment, Jonah en fait une affaire encore plus personnelle, et tout aussi tirée par les cheveux, et jouant sur le fait que le bouffon vert et Spider-Man l'auraient attaqué et terroriseraient la ville de New York. En dépit de tout ce que tu as fait pour eux, ils finiront par te détester. Peter va à la rencontre d'MJ pour savoir comment se passent ses castings. Malheureusement, ça se passe pas très bien. Peter lui propose donc d'aller manger un cheeseburger. Elle accepte avant de se rendre compte qu'elle ne peut pas, car elle a un dîner avec Harry. C'est la douche froide encore pour Peter, bien qu'MJ propose qu'ils viennent dîner avec eux, mais il refuse. Vraiment? Pourquoi ça t'intéresse tant? C'est la cramance. Peter qui se crame mais 100 fois. MJ qui malgré tout lâche ses yeux de braise, comme si ça l'intéressait que Peter s'intéresse à sa vie de couple. La pluie arrive, MJ laisse Peter sur place. Super cool, hein, sachant qu'il dit avoir pris 2 taxis pour la rejoindre. Elle aurait pu au moins lui proposer de marcher un peu ensemble. Ça lui aurait évité de se retrouver agressé par des obsédés du cul, là. Terrible. Peter débarque en mode Spider-Man mais sans le masque, ce qui donne une scène assez sympathique et à la fois bizarre où MJ ne reconnaît pas Peter alors qu'elle est clairement devant lui à ce moment-là. Ombre ou pas ombre, à ce niveau-là, perso je reconnais même quelqu'un que je connais pas. Hein. Bien qu'MJ lui dit qu'il est incroyable, amazing en anglais, une rêve de plus aux comics, ce dernier insiste sur le fait que tout le monde ne pense pas ça, suite aux accusations qui pèsent sur lui depuis sa conversation avec le bouffon vert. Sam Raimi conclut cette scène avec l'un des baisers, si ce n'est le baiser le plus emblématique de ces 20 dernières années. Incendie dans un immeuble, le gentil Spider-Man débarque, sauve le bébé, acte héroïque remarqué. La police veut tout de même l'arrêter, mais les cris d'une autre personne émanent de l'immeuble. J'y vais. Je vais attendre que vous reveniez. Je ne reviendrai pas, chef. Allez-y, courez!
Et là on a le droit encore à une scène que je trouve extra. C'est là qu'on n'oublie pas que c'est Sam Raimi qui est aux commandes. Un screamer avec le bouffon vert, quoi. C'est juste du génie à ce niveau-là. Et puis c'est tellement drôle. Comme je vous le disais plus tôt, vraiment, pour moi, chaque réplique du bouffon vert est collector. Hein. Et que devient ma généreuse proposition? Avec moi, tu gagnes. Tout seul, tu perds. C'est toi qui as perdu, bouffon. Tu as perdu l'esprit. Mauvaise réponse. Génial. Une courte scène de combat qui fait surtout guise d'entrée avant le combat final. Avec le recul, ce que je trouve assez ahurissant, c'est que Spider-Man fuit alors qu'il avait le dessus et laisse le bouffon vert comme ça, en ville. Le gars, à tout moment, il sort de l'immeuble et s'amuse à rafaler les habitants de New York, mais non, tout va bien. Ceci dit, la transition est quand même assez folle, avec un Norman qui revient à lui dans l'ascenseur, direction l'appartement de son fils pour fêter Thanksgiving en famille, accueilli par Tante May, Harry et MJ, qu'il rencontre pour la première fois. MJ qui s'est habillé en noir pour faire plaisir à Norman. Ils entendent du bruit à l'étage, pensant que c'est Peter qui était présent depuis longtemps, alors qu'ils sont tous là à préparer la bouffe depuis des heures. Norman qui lâche un regard très chelou à MJ, la gênance est totale. Ils avaient genre vraiment besoin de tous monter dans la chambre pour voir si Peter est bien là. Évidemment, hein. Étant blessé, le coup de la goutte de sang fait office du moment de tension. Ce petit est vraiment désordonné, non? Tous les hommes d'exception le sont. Une phrase de Tante May qui a façonné ma vie d'homme bordélique. Avec cette phrase, tu relativises. Elle en a créé des hommes bordéliques, la Tante May, je vous le dis, moi. Une espèce de goutte de sang, mais bien fat américaine. J'ai jamais vu ça ailleurs. Cette scène où Norman redevient en mode bouffon suite à la goutte de sang de Peter, c'est à la fois priceless et un peu tordu. Peter finit par débarquer. Et voilà. Ça a l'air délicieux. Normal. Je vous en prie, à vous l'honneur. Putain, mais ce moment aussi, quoi. Vraiment, il y a un truc pas rond qui traîne avec Norman. Tu sens qu'à tout moment, il va la planter, la vieille. Tante May remarque au même moment que Peter est blessé à l'avant-bras. Et là, c'est l'élément qui déclenche toute la dernière partie du film. Norman, donc le bouffon vert, comprend que Peter est Spider-Man. Ce dernier qui aurait pu quand même se rafistoler avant de rentrer, ou au moins avant d'arriver, hein. Norman qui décide de fuir, de le faire en étant le roi des enculés en plus. À mal parler d'MJ, à tort ou à raison, à vous de me dire aux commentaires. Jugeant qu'Harry ne l'a pas vraiment défendu, MJ se casse elle aussi. On enchaîne sur une scène qui me fait totalement mais mourir de rire à chaque fois en VF. Le guerrier rusé ne s'attaque ni au corps, ni à l'esprit. Dis-moi ce que je dois faire! Le cœur, Osborn! Avant tout, nous nous attaquerons à son cœur. Via cette scène, on appuie encore plus sur le fait que Norman est vraiment tiraillé par son alter ego. Il est totalement détruit de savoir que son ennemi soit Peter. C'est ce qui fait la beauté des plus grands ennemis de Peter. C'est toujours des hommes proches de lui, avec qui de base il a de bonnes relations, parfois même de l'admiration mutuelle. Dans ce film, c'est Norman. Dans le 2, c'est le cas aussi avec Octavius. Dans Amazing, pareil avec le Dr Connors. Et récemment, avec Tom Holland, c'était Mysterio. Alors ils étaient pas proches comme avec ceux-là, mais je pourrais aussi vous parler beaucoup de la relation avec l'homme de sable, Flint Marko, ou bien qu'au départ il y a une grosse incompréhension qui fait qu'ils se battent, Peter ayant trouvé un bouc émissaire parfait pour venger la mort de son oncle avec un sentiment et une volonté décuplée par le port du costume noir, la finalité, elle est juste incroyable. Les gens crachent beaucoup sur ce troisième opus à cause de Venom, mais à mon sens on oublie beaucoup trop le goth qu'est Flint Marko, la dramaturgie autour de lui et de sa relation avec sa fille, de son histoire, de son lien avec Peter et Ben, son thème musical, c'est juste extraordinaire. De tous les antagonistes de la trilogie de Sam Raimi, je trouve personnellement que c'est le plus réussi. Mais retournons à nos moutons. Donc, le bouffon vert veut s'attaquer au cœur de Peter. Encore une fois, je vais sûrement passer pour un dago, mais cette scène, ça m'a toujours fumé. Le bouffon vert, il se tape la plus grosse barre de sa vie à traumatiser la pauvre Tante May. Bon, le Peter rejoint May à l'hôpital, connecte ses deux neurones. Il sait qui je suis réellement.
C'est pas vrai. Du coup, pas de précipitation, hein. Peter reste au chevet de Tante May, il le rejoint après dans la journée par MJ à l'hôpital, où ils ont une grosse conversation, la situation de couple avec Harry, et surtout le fait qu'elle est amoureuse de Spider-Man. Confession intime de Peter sur ce qu'il pense de MJ, il lui déclare clairement sa flamme, et ça touche beaucoup MJ. Ces dernières années, j'ai pu voir souvent des vidéos expliquer qu'MJ est amoureuse de Spider-Man, alors qu'à comparaison, Gwen Stacy dans les Amazing, elle aime vraiment Peter. Mais au vu de cette scène, je pense que c'est assez clair que non. Elle a beau dire être amoureuse d'un homme qu'elle n'a jamais vu, le regard qu'elle lâche à Peter et le fait de poser sa main sur la sienne, y a pas photo. Et je vais même jusqu'à anticiper ceux en commentaire qui voudraient me citer Spider-Man 2. Oui, MJ est assez dur avec Peter durant une bonne partie du film, mais a raison. Et après tous les efforts que Peter fait pour la reconquérir, elle revient à lui. Sans l'intervention d'Octopus, je pense qu'MJ ne serait pas retombé dans les bras de John Jameson et n'aurait pas eu à fuir retrouver Peter le jour de son mariage à la fin du film. Harry vient à son tour et surprend les deux se tenir la main. La gênance. Harry, dégoûté, vient pleurnicher sur l'épaule de son popo. Ouin, t'avais raison pour MJ, elle est amoureuse de Peter. Terrible. Sans le soupçonner, il vient de donner une nouvelle arme au bouffon vert pour atteindre Peter. Le fils Osborn a le cœur brisé. Double raison pour le bouffon de rendre sa propre justice. Retour à l'hôpital, Tante May réveille Peter qui est resté auprès d'elle. Ils ont une discussion sympathique, notamment sur le fait que Peter est amoureux d'MJ depuis son plus jeune âge, de la nostalgie donc. Tante May lui donne son conseil, arrêtez d'être si mystérieux, que tout le monde sait qu'il est amoureux d'elle. Et là c'est le déclic pour Peter. Si le bouffon vert sait qui il est, qu'il s'est attaqué à Tante May, sûrement qu'il sait aussi pour MJ, et qu'il y a un risque qu'il s'en prenne à elle. Ne t'aventure pas dans les ruelles sombres. Allô? Est-ce que l'araignée veut venir jouer avec moi? On arrive au dernier acte donc. MJ qui se réveille dans les hauteurs du pont. Au clair de mon planeur, ma petite araignée, prête-moi ta toile pour t'y étrangler. Encore une réplique juste mythique du bouffon vert. Ce dernier qui provoque une explosion qui fout la merde à la circulation du pont et coupe un câble qui servait pour la cabine où sont les enfants. Mais il les rattrape. Spider-Man débarque sur place face à un choix terrible. Laissez mourir la femme que tu aimes, ou laissez périr les petits-enfants. Nous sommes ce que nous choisissons d'être. Fais ton choix. Cette scène est d'une intensité rare, le choix est cornélien, impossible à faire. Du coup, Spider-Man ne fait pas de choix entre les deux options et sauve tout le monde. Dans la difficulté, Spidey arrive à poser la cabine avec les enfants et MJ sur le bateau grâce aux habitants de New York sur le pont, qui prennent la défense de leur héros. Ces derniers qui, loin de leur journal du Daily Bugle, constatent que malgré les fausses accusations et le lynchage public, Spider-Man continue de sauver les gens et s'oppose au bouffon vert. Le bouffon attrape Spidey. Et là, on retombe dans des tons plus sombres. Une atmosphère qui, je trouve, ressemble pas mal à la scène contre le voleur au début du film. Scène qui se conclut par une mort, ce qui donne le ton pour l'affrontement final contre le bouffon. Et j'ai toujours trouvé ça bizarre que le bouffon le défonce d'entrée. Tu sens que Sam Raimi, il a pas pu avoir assez de budget pour voir ce combat final en grand. Quand tu regardes, c'est un combat full corps à corps, alors que le bouffon vert, c'est plutôt un personnage qui utilise beaucoup de gadgets. C'est d'ailleurs beaucoup mieux foutu à ce niveau-là, contre Harry dans Spider-Man 3. Tu as tissé ta dernière toile, l'araignée, mais tu m'as tellement mis en pétard que je vais l'achever extra lentement. MJ et moi... va s'éclater, ça va être mortel. Encore une réplique qui me fait hurler de rire, une menace qui plaît pas trop à Peter, qui du coup trouve en lui un second souffle, tel Hulk Hogan, parce que l'amour c'est l'essence, le moteur le plus fort du monde bien évidemment. Spider-Man se sauce à l'infini à maîtriser le combat totalement easy, la tendance s'inverse donc, Spider-Man finit par se révéler à Peter, implorant sa pitié, expliquant qu'en gros il est manipulé par le bouffon vert, que c'est lui qui prenait le dessus et tuait tous ces gens. La carotte du siècle, il appelle son planeur en silence. C'est là qu'on se rend compte que finalement Norman Osborn est juste devenu complètement fou à cause du sérum. Et l'un de ses possibles effets secondaires,
l'aliénation, un effet secondaire que n'aura pas Harry. Donc oui, il y a l'aspect où le bouffon vert prend souvent le dessus sur Norman, il y a ce jeu d'alter ego de deux personnes en un seul corps. Et même si c'est le sérum qui fait tout ça, pour moi ça n'invalide pas le fait que Norman est victime de son sérum. Norman joue la carte de la relation père-fils, c'est vrai qu'à travers le film, il y a cette donnée qui va dans le sens du fait que Peter est un peu le fils que Norman aurait aimé avoir, mais cette phrase de Norman, pour Peter, elle le renvoie à ce qu'il a toujours eu comme père, à savoir Ben Parker. Adieu, Spider-Man. Oh. Les dernières paroles du bouffon vert sont finalement ceux de Norman Osborn pour son fils, Peter. Ne dis rien à Harry. Une dernière volonté que Peter respectera, même si malheureusement ça lui coûte le fait qu'Harry le voit déposer le corps sans vie de son père. Enterrement de Norman, Peter et Harry discutent du fait de perdre un père, bien que pour Harry il n'a pas perdu son père mais il lui a été volé. Ce dernier jure de se venger de Spider-Man et en même temps dit à Peter qu'il est sa seule famille maintenant. Une position plus qu'inconfortable pour Peter donc, recevant à la fois de l'amour et une grande menace. Quoi que je fasse, quelle que soit ma détermination, ceux que j'aime finiront toujours par payer. Une réflexion qui a fait plus que mûrir en Peter. Et même si MJ finit par lui ouvrir son cœur, ce qu'il a toujours voulu depuis son plus jeune âge, même si lui aussi l'aime, il ne peut pas. Il lui promet qu'il sera toujours là pour elle, pour veiller sur elle, qu'il sera toujours son ami, que c'est tout ce qu'il a à offrir. Peter part, MJ se touche les lèvres ayant reconnu le baiser, se tournant vers Peter. Quoi que puisse me réserver la vie, jamais je n'oublierai ces mots. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai reçu là un don, une malédiction. C'est exactement ce moment qui a tout changé dans l'industrie des films de super-héros au cinéma. C'est ce film qui a tout changé. Qui je suis? Je suis Spider-Man. Ce n'est pas anodin si Tony Stark conclut le tout premier film du MCU par « Je suis Iron Man ». Tout comme le Peter Parker de Sam Raimi conclut le sien. Je suis Spider-Man. Malgré tous ses défauts, toutes ses imperfections, ses effets spéciaux qui ont pris de l'âge et le peu de possibilités techniques que Sam Raimi a pu se permettre, ce film a su mettre en place beaucoup des ingrédients qui font qu'un bon film de super-héros en collant sortant tout droit d'un comics papier sorti il y a presque 40 ans est possible à adapter correctement pour le cinéma à travers le monde en 2002. Le Spider-Man de Sam Raimi a tout changé.